Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Écoutez, moi, quand j'ai commencé à travailler en éthique, il y avait des questions que je me posais et des défis que je me suis donnés. J'ai constaté que les gestionnaires, dans la grande majorité, nous disaient savoir c'est quoi l'éthique, mais ne pas l'intégrer ou ne pas l'utiliser ou l'appliquer dans leur gestion quotidienne. Alors moi, je me suis donné comme défi de justement être en mesure de leur démontrer l'utilité de l'éthique dans le concret, dans leur gestion quotidienne. Donc, c'est un défi que je me suis donné depuis très longtemps. Je pense que les gestionnaires ont un rôle clé à jouer en éthique dans les organisations et que pour ça, ils doivent être en mesure de savoir comment ça peut leur être utile. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une façon de faire qu'on a trouvée aussi pour arriver justement à leur démontrer l'utilité de l'éthique. En fait, dans les organisations, vous savez, on a à appliquer des règles de droit. Et on a aussi des règles déontologiques qui nous encadrent. Et tout ça ensemble fait que des fois aussi, on confond l'éthique avec ces notions-là. Et on se demande où est la place de l'éthique. Donc, je vais vous démontrer aussi que malgré le fait qu'on soit une organisation très normée à Revenu Québec, malgré qu'on ait aussi un code de déontologie, ces dispositifs-là ne sont pas toujours suffisants et que l'éthique est là pour justement faire en sorte de nous aider à prendre les meilleures décisions. Alors, mon cas va être vraiment concret, c'est vraiment propre à Revenu Québec. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, à m'en faire part tout au long de la rencontre, de la discussion, de la présentation. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui la conception qui est véhiculée dans l'organisation. On sait qu'il y a différents sens à l'éthique, différentes compréhensions de l'éthique. Donc, je vais vous situer, pour vous situer un peu, vous dire notre conception de l'éthique à l'intérieur de Revenu Québec, qu'on véhicule depuis quand même plusieurs années. 98-99, c'est sûr qu'on a peaufiné notre conception, mais elle reste sensiblement, essentiellement la même. La mise en contexte et ensuite de ça, on va y aller vraiment avec le cas, donc l'éthique intégrée aux actions quotidiennes. Donc, le questionnement initial, quelle question on s'est posée dès le départ? Le droit à les règles déontologiques applicables, parce qu'il y en avait effectivement dans ce cas-là. Comment on est arrivé à utiliser l'éthique? Et vraiment, à l'insuffisance, on va le démontrer tout au long de ces éléments-là. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment si vous avez des questions particulières. Revenu Québec, 12 500 employés, 650 gestionnaires, des millions de transactions annuellement. Donc, une mission très particulière qui est de percevoir les impôts et les taxes. On parle beaucoup de juste part et pour financer les services publics qu'on se donne. Donc, une mission très particulière et très grande aussi, pleine de défis. Pour déployer l'éthique au sein de l'organisation, ce qu'on a fait depuis plusieurs années, et on a renforcé cette structure-là, on a une vice-présidence à l'éthique et qui siège sur le comité de coordination des décisions organisationnelles, qui est notre comité de direction. En fait, chacun des vice-présidents siège sur ce comité-là. Alors, on a une personne qui siège sur ce comité-là et qui siège aussi sur le comité du CA, qui est le comité de gouvernance et d'éthique. Donc, on a une personne qui peut faire le lien avec les deux grands comités qui gouvernent, qui font partie de la gouvernance de l'organisation. Et de cette vice-présidente-là relève la direction de l'éthique, que je gère avec 4 conseillers en éthique à temps plein. Donc, c'est pas rien. Je pense que dans la fonction publique québécoise, hormis le secteur de la santé, mais pour ce qui est de la fonction publique, je pense qu'on est la seule organisation où il y a une direction de l'éthique dans l'organigramme officiel. Et c'est 4 conseillers en éthique qui y travaillent à temps plein. On a mis en place un comité d'orientation en éthique qui est composé de gestionnaires de haut niveau et qui représente chacune des vice-présidences de l'organisation. Ces gens-là siègent sur ce comité-là et font le lien avec leur comité de gestion respectif. Donc, à chaque fois qu'il y a une rencontre du comité d'orientation en éthique, quand ils retournent dans leur comité de gestion et il y a un point à l'ordre du jour où ils rapportent ce qui s'est discuté au sein de ce comité-là. C'est un comité consultatif
hautement stratégique avec lequel on discute de certaines problématiques ou certaines préoccupations, parce que quand je parle d'éthique, je ne parle pas juste de problèmes, je parle aussi de préoccupations, donc de certaines préoccupations organisationnelles qui pourraient éventuellement être soumises à l'attention du comité de direction par l'entremise de notre vice-présidente. C'est elle qui préside le comité d'orientation en éthique, mais sur le comité d'orientation en éthique, tous les membres de la direction de l'éthique siègent aussi sur ce comité-là. Je veux que tous mes conseillers puissent savoir ce qui se discute à ce niveau-là. Alors, toute l'équipe au complet siège sur le comité d'orientation aussi. Sur le comité d'orientation en éthique, vous avez aussi des représentants des 3 syndicats qui sont à l'œuvre à Revenu Québec. Pourquoi? Parce qu'on veut aussi leur point de vue sur ce qui se passe dans l'organisation. S'il y a des grandes préoccupations organisationnelles, on veut aussi qu'ils soient partie prenante dans les échanges qui pourraient se faire, dans les discussions qu'ils ont. Ce n'est pas un comité décisionnel, c'est un comité consultatif. Donc, on veut avoir le point de vue de chacun. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un réseau des personnes ressources en éthique également. L'année dernière, on avait une vingtaine de personnes et on a vraiment moussé ce réseau-là. On lui a donné l'importance qu'il avait. On est à ce moment-ci à 75 personnes ressources. Ce sont tous des représentants de l'ensemble des directions générales, de tous les corps d'emploi. Alors, on a des professionnels, on a des fonctionnaires, on a des agents de bureau. Ils sont tous représentés, tous les corps d'emploi sont représentés et ce sont des ambassadeurs de l'éthique dans leur milieu de travail. On les réunit minimalement 4 fois par année, d'une durée d'une journée. Ces rencontres-là sont d'une durée d'une journée et on a toujours une portion de formation continue pour les aider à bien exercer leur rôle et leurs responsabilités. Et également, on fait des exercices de cas avec eux et on a aussi des discussions sur certaines problématiques organisationnelles, mais vous comprendrez qu'on est à un autre niveau dans ce groupe-là. Mais c'est fort intéressant aussi de voir l'implication. Je vous dirais que dans la dernière année, ce qu'on a vu, c'est un taux d'absence très, très bas, très peu élevé. Les gens sont là. Alors, c'est quand même remarquable de voir qu'on est capable de réunir à peu près 70 personnes en même temps. Et l'intérêt, il est là, il est très présent. Maintenant, ce qu'on demande, c'est de travailler sur une synergie entre les différents comités et réseaux pour être capable justement de créer l'émulation nécessaire au déploiement de l'éthique dans l'organisation. On est 4 à temps plein, mais on est 12 500 employés. On est répartis dans toutes les régions administratives, donc on ne peut pas être partout à la fois. Alors, on a besoin aussi de ces personnes-là pour nous aider. En fait, c'est notre communauté de pratique à l'interne ici. On invite toujours les membres du comité d'orientation à venir aux rencontres des personnes ressources en éthique. Et ce qu'on a fait, c'est il y a 2 ans, on a commencé à demander aux gens ici de consulter les personnes ressources en éthique pour voir s'il n'y avait pas des sujets qu'ils voulaient mettre à l'ordre du jour ici. La même chose dans leur comité de gestion respectif. On veut décloisonner, si vous voulez. On ne veut pas qu'il y ait d'instances en parallèle aux instances de gestion. On veut vraiment créer des liens entre les différents comités qui existent. Alors, on va régulièrement au comité de gouvernance et d'éthique. À chaque année, on va présenter le plan d'action annuel de l'éthique. On va faire un rapport annuel des activités en éthique qui se sont déroulées. Donc, on va toujours au comité de gouvernance. À chaque fois qu'on a l'occasion de parler d'une préoccupation ou de présenter, comme je vais vous faire aujourd'hui, de vous présenter une action, une activité qui s'est déroulée, bien, on y va. Donc, ça fait que ça crée vraiment, le conseil d'administration, le comité de gouvernance et d'éthique sont des leviers pour nous aussi, parce qu'il y a un intérêt fort important aussi des activités qu'on fait au sein de l'organisation. On a une campagne de sensibilisation annuelle à l'éthique et aux valeurs dans l'organisation. Donc, on va toujours leur présenter au PDG, au comité de coordination des décisions organisationnelles, au comité de gouvernance et au CA. On va toujours présenter
notre campagne, notre projet de campagne, avant même de le déployer au sein de l'organisation. Donc, à chaque fois qu'on a l'occasion, on va rencontrer ces gens-là. Donc, c'est intéressant de voir l'émulation qui se passe, la synergie qu'on crée aussi au sein des différents comités. Et ça, c'est important. La dernière campagne annuelle en éthique, on a voulu donner de la visibilité au réseau des personnes ressources. Donc, on avait une partie de notre vidéo qui mettait en valeur le témoignage de personnes du réseau, des personnes ressources en éthique. Donc, et là, on a commencé même dans les rencontres du réseau à leur demander de témoigner et de parler un peu de ce qu'ils font dans leur direction respective pour justement les mettre en valeur et les faire connaître aussi au sein de l'organisation. Donc, c'est notre structure comme telle. Je vais juste revenir en arrière sur, je m'excuse ici, la structure mise en place. Je vous en ai parlé, d'intégrer l'éthique au quotidien. C'était ça notre défi. Comment on fait dans une grande organisation? C'est beau la structure, c'est beau l'aide, le soutien qu'on peut apporter, mais comment on fait pour faire émerger ça pour que dans la gestion quotidienne, et là, on parle aussi de préoccupations en matière fiscale aussi, donc l'application des lois fiscales, il se pose certaines questions qui peuvent amener aussi l'éthique. Donc, on est vraiment dans un milieu assez particulier. Alors, comment on peut faire pour intégrer l'éthique dans la gestion? Un des moyens qu'on s'est donné, c'est le plan d'action en éthique, un plan d'action qu'on fait annuel. Et il y a 2 ans, et cette année, on leur a fait la même chose. On a demandé à nos gens, membres du comité d'orientation en éthique, donc des gestionnaires de haut niveau, de nous suggérer des activités qui pourraient amener à intégrer l'éthique dans leur direction respective. Et ce qu'on voulait, c'était des projets qui pourraient être, qui se faisaient dans une direction générale, mais qui auraient pu être importés dans une autre direction. Donc, autrement dit, des préoccupations organisationnelles qui touchent l'ensemble du personnel et non pas seulement une direction en particulier. Donc, on a, dans un plan d'action en éthique annuel, prévu un certain nombre d'activités avec les directions. Bien évidemment, la direction de l'éthique est là en accompagnement. Pour le premier plan d'action, je vous dirais que les gens avaient un petit peu pas d'idées, mais on leur a suggéré, on avait des idées, nous, on leur a suggéré certaines activités. C'est sûr qu'on a un rôle conseil aussi dans l'organisation. Donc, on voit un peu les préoccupations qui peuvent survenir dans l'organisation. Alors, nous, ça nous aide aussi à cibler certaines zones où il y a plus de questionnements, où ça mériterait des éclaircissements. Alors, un des moyens du plan d'action, une des actions du plan d'action, ça a été à Revenu Québec, il y a une règle qui nous dit dans la loi qu'on doit demander une autorisation pour travailler à l'extérieur. Donc, tu travailles à Revenu Québec. Si tu veux travailler, avoir un autre emploi à l'extérieur, tu dois faire une demande d'autorisation. La demande d'autorisation doit être présentée par l'employé ou à un gestionnaire, parce que des gestionnaires aussi qui ont des emplois à l'extérieur ou qui pourraient avoir des emplois à l'extérieur, donc, doit être présentée au supérieur autorisé. Donc, selon le plan de délégation des signatures, il y a un gestionnaire qui est désigné. Ce sont les directeurs principaux dans notre organigramme et qui doivent signer l'autorisation de travail à l'extérieur. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est 650 gestionnaires à Revenu Québec. Donc, les 650 gestionnaires sont susceptibles de recevoir une demande d'autorisation de travail à l'extérieur et ils doivent se prononcer, donc faire des recommandations à leur supérieur hiérarchique, donc le supérieur autorisé, pour savoir si oui ou non on va octroyer la demande. Okay? Donc, c'est sur ce projet-là qu'on a travaillé. Avant de rentrer dans le détail, je vous dirais que notre conception de l'éthique qui est véhiculée au sein de l'organisation, un regard particulier sur une situation qui se traduit par un exercice de réflexion critique sur la base de valeurs personnelles et organisationnelles et un exercice de jugement à partir d'un contexte particulier sur la base des choix possibles. Et la visée, c'est afin de prendre la décision la plus juste dans les circonstances, et ça dans le souci de toutes les personnes concernées en étant en mesure de justifier la décision prise. Donc, un exercice de réflexion critique, pas c'est bien ou c'est mal, c'est acceptable ou non acceptable. Ça va plus loin que ça. Il y a une analyse qui est poussée pour déterminer
vraiment les conséquences sur chaque solution ou choix possible. Sur la base des valeurs personnelles, on ne peut pas y faire abstraction, mais on a aussi des valeurs organisationnelles qui vont guider pour assurer la cohérence de la prise de décision avec la mission. Puis ce qu'on veut, c'est des décisions qui soient les plus justes possibles dans les circonstances, donc dans la singularité des cas. Et on veut se soucier de toutes les personnes concernées. Donc, quand on parle d'un travail à l'extérieur, bien, on a minimalement 2 gestionnaires. Le gestionnaire de premier niveau qui gère la personne et on a le gestionnaire qui va prendre la décision. C'est minimalement parce que des fois, la hiérarchie fait qu'il y en a plus qu'un. Et également, la personne qui demande l'autorisation de travail à l'extérieur, elle est aussi concernée. Et puis, les gens autour, donc l'équipe de travail pourrait être aussi concernée. Vous savez, les employés, ça se compare entre eux autres, là. Si pour à la même demande, il y a un gestionnaire qui dit oui, l'autre dit non, vous savez, ça va se parler, là, ça va se savoir, et puis ça va discuter. Donc, quand on cherche la cohérence dans la décision, bien, c'est aussi ça qui nous permet, dans notre conception, donc un exercice critique, donc quand on prend la décision la plus juste, ce qu'on vise, c'est des décisions cohérentes aussi dans l'organisation. Si on n'a pas de décision cohérente, on va affecter la confiance à l'intérieur de l'organisation et on va affecter aussi la confiance de la population envers l'organisation. Moi, quand je donne la formation en éthique au sein de l'organisation, ce que je dis aux gens, pourquoi on fait de l'éthique? Pour avoir des décisions qui sont cohérentes avec la mission de l'organisation et pour assurer la confiance de la population et assurer la confiance des membres entre eux aussi au sein de l'organisation. Donc, c'est bien important. C'est mes 2 grandes finalités en éthique. J'avais une question en lien avec ça. Sur le thème de la cohérence, moi, je me demande par rapport au premier picot qui apparaît sur la diapo, c'est-à-dire sur la base de valeurs personnelles et organisationnelles, comment vous trouvez l'équilibre entre le fait de se référer aux valeurs organisationnelles qui sont là, puis c'est un référent qui est important, et le fait que les gens ont des valeurs personnelles, puis comme vous l'avez dit, on ne peut pas les nier. Comment trouver l'équilibre à travers tout ça quand vient le temps d'ancrer une décision? Bien, en fait, je vous dirais que c'est vraiment, ça demande énormément de maturité. Les plus grands dilemmes de valeurs, c'est quand on est en conflit entre nos valeurs personnelles et les valeurs organisationnelles. Je vous dirais que, puis on va le voir dans le contexte, c'est rare qu'on arrive, ça arrive là, mais en général, ça se concilie assez bien. On est quand même assez en harmonie. C'est sûr que si ça peut arriver qu'il y ait des gros chocs entre les valeurs personnelles et les valeurs organisationnelles, c'est les plus grands dilemmes. Dans une organisation qui a une mission particulière, moi, je le rallie beaucoup sur la mission de l'organisation. On ne peut pas faire ce qu'on veut toujours. On a un petit jeu qui est dans un nous. Alors, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ce qu'on recherche, c'est la meilleure décision pour l'organisation. Alors, c'est de faire comprendre à la personne aussi qui pourrait avoir un dilemme personnel. Il faut lui faire comprendre que tu es dans une organisation, il y a des conséquences. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux tout le temps, n'importe comment. Il y a une mission qui est là, il y a des gens autour, il y a une façon de faire aussi. Je vous dirais qu'en général, des fois, c'est une réponse négative qui pourrait être donnée, mais si elle fait sens, et c'est un peu ça qu'on va voir aussi, si elle fait sens, si on est capable de bien la justifier au nom de l'organisation, mais souvent la personne va dire « Oui, je comprends ». Elle ne sera peut-être pas d'accord, mais elle va comprendre. En même temps, je ne veux pas nier les valeurs personnelles des gens, parce que moi, j'ai tout le temps dit, je fais du développement organisationnel, je ne fais pas du développement de la personne. C'est bien évident que quand on travaille en éthique, quand on travaille sur des problématiques organisationnelles, on va finir par toucher les personnes aussi, puis on va les toucher dans leur essence dans certains cas. Mais je ne tente pas de changer un individu. Je tente de questionner et de transformer des pratiques organisationnelles. Je suis à un autre niveau. C'est pour ça qu'on a travaillé aussi, ici, on ne travaille pas sur l'individu ou des cas particuliers, on travaille sur vraiment une situation au niveau organisationnel qui arrive et tu dis, regarde, on a cette demande-là, on va la voir là, plus en détail, on a cet impératif qui est dans la loi, qui est inscrit dans la loi, comment on arrive à prendre des décisions qui font sens pour les personnes.
Alors, c'est un peu ça. Mais c'est sûr qu'il y a tout un travail sur les valeurs organisationnelles qui est fait. Je parlais de la dernière campagne de sensibilisation. On a axé beaucoup, on a fait la distinction entre les valeurs personnelles et les valeurs organisationnelles, qu'on ne nie pas les valeurs personnelles des gens, mais qu'on est dans une organisation qui va... En fait, ça nous aide à... Ça facilite la réflexion. Oui, Luc? Je vais compliquer les choses, mais est-ce que les valeurs professionnelles interviennent aussi? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On se l'est posé dernièrement parce qu'on a toujours été sur les valeurs organisationnelles. Puis je pourrais même compliquer encore davantage puis dire les valeurs de gestion. Hein? Parce que chaque gestionnaire a ses propres valeurs de gestion. On a les valeurs organisationnelles. Si on fait partie, oui, c'est ça. Si on fait partie d'un autre professionnel, on a aussi les valeurs. Je vous dirais que quand on regarde ça de façon micro, là, puis qu'on analyse, on n'est pas nécessairement en incohérence, là. Alors, je pense qu'il y a un tronc commun à quelque part qu'on peut trouver. En fait, il faut que ça fasse sens pour les gens. Pourquoi on a des valeurs? C'est pour arriver à ce que ça soit suffisamment significatif pour que ça les aide dans leur réflexion. Et moi, je le rattache tout le temps à la mission, au rôle aussi. Est-ce qu'on comprend bien le rôle? Parce que quand on intervient, là, je ne suis plus du tout dans le propos de tantôt, mais c'est pas grave. C'est toujours intéressant. Mais quand on intervient en éthique, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est souvent que les rôles et les responsabilités ne sont pas bien comprises. Ou ça, ne sont pas bien comprises, ou ne sont même pas définies dans certains cas. Donc, c'est là que ça cause des problèmes. Il y a ça, puis il y a le terme, le moyen de communication. La communication, on ne se parle plus dans les organisations. On s'écrit des courriels, on se texte maintenant, mais on ne se parle plus. Il y a un problème de communication, il y a un problème de clarté des rôles et des responsabilités aussi. Donc, ça part de là. Alors, je pense que ça nous prend une base commune pour être capable d'avancer, de prendre des décisions qui sont cohérentes avec la mission. Parce que moi, je le dis, tu peux prendre une décision qui soit basée sur tes valeurs personnelles. Est-ce que ça va être la meilleure décision pour l'organisation? Je ne suis pas sûre. Est-ce que ça va être en lien avec la mission de l'organisation? Je ne suis pas sûre. Ça se peut que oui. Ça se peut que non aussi. Puis nous, les valeurs, on les présente, les valeurs organisationnelles, on les présente. Certains vont voir de l'extérieur, vont dire ce sont des absolus, ce sont des normes. Ce ne sont pas des normes, ce ne sont pas des absolus, ce sont des guides pour l'action. On dit, faites le test, faites la grille des valeurs organisationnelles pour voir à prendre votre décision. Peut-être que dans certains cas, elles ne sont pas applicables, elles ne sont pas les plus utiles. Par contre, faites quand même l'exercice de façon à ce qu'on puisse, et je vous dirais que quand l'exercice est bien fait au niveau des valeurs organisationnelles et que ça fait sens, parce que tout un travail de promotion, d'éducation, d'appropriation à faire avec les valeurs organisationnelles, et c'est ce qu'on fait aussi. On le fait pendant 2 ans. Je ne vous l'ai pas amené, mais on a des déclarations de valeurs. On a travaillé avec des groupes de discussion à l'intérieur de l'organisation. Il y a au-dessus de 100 personnes qui s'est prononcées et on le fait encore dans certains cas, dans certains ateliers aussi, pour qu'il y ait une appropriation des valeurs et que ça fasse sens pour l'organisation. Donc, c'est un travail qui est en continu, c'est constant. Les valeurs organisationnelles, il faut s'y approprier, puis dépendamment où on est, dans quel secteur on est, quel rôle on a, ça prend, la définition commune reste la même, mais ça prend aussi une teinte, une couleur au niveau du secteur, au niveau des personnes, au niveau des groupes de personnes. Donc, il y a une appropriation qui est plus sectorielle qui est à faire aussi pour être en mesure. Mais c'est tout un travail, c'est un travail de long terme, là. OK. Oui? Dans une organisation, qu'est-ce que vous appelez un dilemme personnel? Conflit de valeurs personnelles et organisationnelles. Conflit? Mais en fait, est-ce que dans l'organisation, on va chercher un repère pour que tout le monde se sente à l'aise? Parce que quand même, vous avez dit dans vos propos, il faut tenir compte des valeurs personnelles. Oui. Il faut tenir compte des valeurs organisationnelles. Et lui, il voulait savoir quel est l'équilibre quand il faut prendre une décision. Et vous avez évoqué dilemme personnel. Donc, c'est là un petit problème. Je n'arrive pas à saisir très bien dans ce cadre-là qu'est-ce que vous appelez un dilemme personnel. OK.
ben là, je pourrais vous donner un exemple. Par exemple, voulez-vous, on va aller sur le travail extérieur, vous allez voir, parce que le travail extérieur, c'est ce que je fais dans ma vie personnelle. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Je désire travailler dans tel domaine dans ma vie personnelle, à l'extérieur. Il y a quelque part un petit bout d'intrusion dans la vie privée. Alors que l'article est très clair, c'est-à-dire que tu dois faire une demande d'autorisation de travail à l'extérieur. Si tu te fais dire non, comme employé, par exemple, ou comme gestionnaire, parce que ça arrive aussi, si tu te fais dire non, que ça ne fait pas sens, est-ce qu'on va aller sur... est-ce qu'on va suivre la décision ou on va continuer quand même en se disant « c'est pas de leurs affaires de toute façon, c'est ma vie personnelle, je ferai bien ce que je veux dans ma vie personnelle ». C'est un peu ça aussi. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut que ça fasse sens pour l'employé aussi, il faut être capable de la justifier. Il ne sera peut-être pas d'accord, mais en éthique, une décision éthique, surtout quand on a un dilemme personnel très fort, c'est-à-dire que nos valeurs personnelles sont vraiment bousculées. On sent qu'on est mal là-dedans. On nous demande de faire, je vais vous donner un exemple très simple. On nous donne ordre de faire quelque chose, puis on dit ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis on considère, par exemple, que, on a une grande valeur, nous, à Revenu Québec, qui est l'intégrité. Bon, mais que ça va à l'encontre de ce que moi je pense, que je prône comme professionnel, par exemple. Si je suis avocate de formation et on me demande de modifier, c'est un exemple, OK? On me demande de modifier un avis juridique que j'aurais pu faire parce que ça ne va pas dans le sens que l'organisation voudrait. C'est vraiment un exemple, là. On sait que ça ne se fera pas. Mais je suis comme professionnelle, j'ai aussi un ordre professionnel où j'ai l'autonomie qui est très grande. C'est l'autonomie professionnelle au sein d'un avocat, c'est ce qu'il y a de plus grand, là. Ça se bat pour ça, là. Et là, on me demande de venir modifier un avis que j'ai écrit. Donc, on touche à mon autonomie professionnelle. J'ai le choix. Je peux dire oui, je peux dire non. L'exemple n'est pas bon parce que, tu sais, dans le fond, l'organisation me demande de faire quelque chose qui est contraire à, mais ça pourrait être tout à fait légitime qu'on me demande d'agir d'une manière pour le bien de l'organisation, pour la mission, mais que moi, je suis en porte-à-faux avec mes valeurs personnelles ou mes façons de faire personnelles ou ma façon de voir aussi personnelle. Donc, ça peut être tout simplement ça. Alors, on a des gens qui sont pas dans une organisation pour la mission, qui ont une motivation tout autre. Hein. On a des gens qui viennent dans une organisation parce qu'ils ont la possibilité d'occuper un poste à temps plein, permanent, donc qui n'a rien à voir avec la mission, que la mission leur dit rien, ils sont même en porte-à-faux avec la mission dans bien des cas, mais qui vont faire leur travail, puis à un moment donné, bien, ça va aller à l'encontre même de leur valeur personnelle. Regardez juste le Centre de perception fiscale à Revenu Québec. On a à percevoir des dettes qui ne sont pas payées, donc, ou des taxes qui ont été remises, perçues, non remises, par exemple. Donc, ils ont un travail à faire. La personne qui, elle, fondamentalement, est beaucoup plus a beaucoup d'empathie envers les gens. Puis je ne dis pas qu'ils ne sont pas empathiques, les gens à Revenu Québec, là, au contraire, là, au Centre de perception fiscale, ça en prend, mais c'est beaucoup d'empathie, tu le donnerais, tu es plus Mère Teresa. Moi, je suis très Mère Teresa. Mère Teresa, tu voudrais le donner, c'est pathétique des fois, des cas, mais tu es obligé d'appliquer la loi, tu n'as pas le choix, c'est ta mission. Alors là, oui, tu peux être en porte-à-faux. Tu te dis, regarde, si tu es toujours en porte-à-faux par rapport à la mission de ton organisation, c'est sûr que ça va amener de l'absentéisme, ça va amener des départs aussi. Mais il y a des gens qui vont rester parce que c'est un poste permanent, parce que, tu sais, ils vont chercher la paie, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont des obligations personnelles. Fait que là, c'est dur, ça devient très dur. Donc, quand je parle de conflit de valeurs personnelles et organisationnelles, ça peut être ça aussi. Ça peut aller jusque-là. C'est difficile parce que, si je pourrais s'étendre là-dessus, ce n'était pas le propos, mais je voulais juste vous dire que nous, un exercice réflexif sur la base de valeurs personnelles et organisationnelles et un exercice de jugement, tout ça pour prendre les décisions qui soient les plus justes possibles dans les circonstances. Ça va? La mise en contexte, la demande de travail à l'extérieur, je vous dis simplement qu'il n'y a pas d'exclusivité de service au sein de l'organisation ni dans la fonction publique québécoise. Il y en a déjà eu, donc ça ne se posait pas ces questions-là antérieurement parce qu'il y avait une exclusivité de service. Il y a plusieurs années, ça a été aboli, donc il n'y a pas d'interdiction de travailler à l'extérieur.
Et tout gestionnaire est susceptible d'être interpellé par cette situation-là. Donc, encore une fois, je vous rappelle, 650 gestionnaires, c'est pas rien en Revenu Québec, donc susceptible d'être interpellé. Donc, c'était quand même un projet majeur. On l'a fait dans une direction générale. On visait à peu près 150 gestionnaires, mais c'est quand même une bonne proportion du nombre de gestionnaires. Donc, le questionnement initial est venu d'une vice-présidente qui se disait il y a des décisions qui sont prises de façon différente. Devant la même situation, il y a des gestionnaires qui disent oui à la demande de travail à l'extérieur, il y a des gestionnaires qui disent non. Et entre les deux, mon cœur balance. Alors, je ne sais pas. Je suis embêtée. Je réfléchis plus. Je vais à la direction de l'éthique pour leur demander leur avis. Donc, il y avait des distinctions entre les différentes situations. Ça peut vous paraître banal et très simple, là, la demande de travail à l'extérieur, mais il y a des cas simples, il y a des cas qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus embêtants. Donc, pourquoi il y a des différences dans les décisions face à une même situation ou une situation similaire? Et est-ce que les décisions qui sont prises sont justes? Et ce qu'on voyait se dessiner, c'est que pour certains employés, la décision paraît injuste. On a une grande valeur en Revenu Québec qui est l'équité. Donc, toute la justesse des décisions, elle est aussi au cœur de cette valeur-là. Donc, on s'est posé les questions suivantes, à savoir, pourquoi on pense des décisions? Puis, quand je vous dis que l'éthique est étroitement liée à la prise de décision, mais c'est ça qu'on est allé voir. On s'est dit, on va aller voir comment ils prennent leurs décisions, sur quels critères ils se basent aussi. Ce qu'on voulait donc, en bout de ligne, c'est induire une plus grande uniformité de pensée au sein de l'équipe de gestion, sans leur dire comment penser et comment réagir. C'était vraiment d'aller chercher une plus grande unité de pensée, favoriser la prise de décision juste en tenant compte de la singularité des situations, puis donner du sens à la décision. Donc, expliquer, être capable de justifier pourquoi on prend cette décision plutôt qu'une autre et de favoriser la confiance et la mobilisation du personnel. Parce que dire non à quelqu'un qui désire travailler, en plus d'avoir un autre emploi que celui qu'il occupe à Revenu Québec, bien, lui dire non, il ne faut pas simplement lui dire non, il faut lui expliquer pourquoi. Si on ne lui explique pas pourquoi, il y a une démotivation et une mobilisation, une absence de mobilisation. Donc, on recherche aussi ces aspects-là. C'est ce qu'on recherchait aussi là-dedans. Mais il y avait une préoccupation d'avoir pour la vice-présidente une grande uniformité de pensée à l'intérieur de son équipe de gestion. Le droit applicable, parce que c'est vraiment, on part du droit. Alors, c'est l'article 48 de la loi sur l'Agence du revenu du Québec. Un employé nommé par l'Agence ne peut, sans la permission expresse du président directeur général, ses délégués, et il y a des subdélégations qui se font, effectuer un travail lucratif, ni exercer un emploi ou remplir une charge rémunérée qui ne fait pas partie de ses fonctions au sein de l'Agence. Cette permission est donnée s'il est démontré que ce travail, cet emploi ou cette charge n'est pas susceptible d'entraîner un conflit entre l'intérêt personnel de l'employé et ses fonctions au sein de l'Agence. C'est sûr que le conflit d'intérêt est au cœur aussi de cette disposition-là. Je ne le traiterai pas, je vous le dis, pour cet après-midi, mais c'est un autre défi. On a travaillé aussi sur le conflit d'intérêt, parce que moi, je l'ai tout le temps dit, conflit d'intérêt, panoplie de définitions, mais panoplie de situations. Fait que c'est le fun de dire que c'est de la déontologie, là. Le conflit d'intérêt, comme le travail à l'extérieur, d'ailleurs, est d'abord légal. La notion de conflit d'intérêt est aussi d'abord une notion légale et ensuite est reprise par la déontologie. Puis une fois qu'on a dit il faut éviter de se placer dans des situations de conflit d'intérêt, bien, je m'excuse, non, mais ce n'est pas simple. Il y a des situations qui amènent aussi la réflexion éthique et qui amènent des décisions éthiques aussi parce qu'il y en a une panoplie de situations. Et puis, juste pour vous dire, dans l'actualité, vous en avez des situations de conflit d'intérêt actuellement et ce n'est pas simple. Alors, de venir réduire ça en disant qu'il y a une règle qui est claire, qui est simple, bien, c'est loin d'être clair, c'est loin d'être simple, juste dans la définition. Donc, ça, c'est notre disposition légale. Donc, vous voyez qu'on est quand même assez encadré là-dedans au niveau du travail à l'extérieur. L'extrait du Code de déontologie
les dirigeants et les employés ne peuvent, sans la permission expresse du supérieur autorisé, effectuer un travail lucratif. Donc, on reprend vraiment la portion que je viens de vous lire de l'article de loi. La permission est accordée s'il est démontré que c'est travail. Donc, encore une fois, le conflit d'intérêts. Et ici, on dit, dans le cas où un dirigeant ou un employé effectue un travail non rémunéré, qui ne fait pas partie de ses fonctions au sein de Revenu Québec, il doit s'assurer que l'exercice de ce travail à l'extérieur ne contrevient pas aux règles contenues dans le présent code. Ça va aussi pour le conflit d'intérêts. OK? Donc, même si c'est du bénévolat, il n'a pas à faire la demande d'autorisation de travail à l'extérieur, mais il doit quand même s'assurer que les dispositions déontologiques sont respectées. OK? Ça ajoute un autre élément aussi dans toute notre réflexion, cet aspect-là. Parce que les gens venaient un petit peu mêler quand est-ce qu'on doit faire une demande de travail à l'extérieur. Puis dans le cas du bénévolat, ce n'est pas nécessaire. Si on fait du bénévolat, ce n'est pas nécessaire, mais la règle d'éviter de se placer dans des situations de conflit d'intérêts demeure toujours. Alors, en cas de doute sur une situation, on demande au dirigeant ou à l'employé de demander l'avis de son supérieur immédiat qui doit l'informer de la situation à suivre, des mesures à prendre. Et c'est souvent là aussi que nous, on intervient, la direction de l'éthique. Des fois, on intervient avant, mais on agit toujours en prévention. Donc, vous avez deux règles, une disposition législative et une règle déontologique, qui semblent claires. Je vais dire qui semblent. Pourquoi l'éthique? Bien, je vous l'ai montré tantôt, il y avait une différence dans les prises de décision. Donc, pourquoi? C'est ce qu'on va aller voir. On dit que l'éthique permet la prise de décision juste. Compréhension du droit et des règles applicables. Est-ce qu'elles sont bien comprises, ces règles-là? Avant même de parler d'éthique, il faut aller voir si on a suffisamment bien compris le cadre législatif et le cadre normatif. Alors, est-ce qu'elles sont bien comprises? Est-ce qu'il y a une compréhension commune? Ce qu'on est allé voir avec la réflexion éthique, c'est le sens derrière aussi. Donc, plus que ce qui est écrit, c'est quoi un travail rémunéré? C'est quoi une charge rémunérée? C'est quoi un travail lucratif? C'est quoi du bénévolat? Ça a l'air anodin comme ça, là, mais posez-vous des questions. Une rémunération, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une définition en matière de droit du travail qui est applicable. Alors, c'est ces éléments-là qu'il faut regarder aussi. Est-ce que c'est bien compris le droit? Est-ce que les règles déontologiques sont bien comprises? L'éthique permet de dégager le sens derrière la règle. Donc, derrière les règles, il y a des valeurs aussi. Il y a le pourquoi on a senti le besoin d'amener ces règles-là. Donc, c'est ça aussi qu'on est allé voir. L'identification des critères pour la prise de décision. Critères personnels, des critères arbitraires, des critères basés sur nos valeurs personnelles. Ça peut être ça. Donc, on est allé voir aussi sur quoi les personnes, les gestionnaires, se fondaient pour prendre les décisions. L'éthique permet de prendre des décisions cohérentes avec la mission, la vision et les valeurs de l'organisation. Alors, est-ce que c'est vraiment ça qu'on faisait? Parce qu'on a des décisions qui sont différentes de l'un à l'autre. C'est quoi leur fondement? C'est quoi leurs critères pour prendre la décision? Et la bonification du cadre normatif, parce que l'éthique, dans sa réflexion, permet, dans certaines situations, de venir bonifier le cadre normatif aussi. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'apporter des précisions ou de bonifier le cadre normatif? Donc, par la réflexion, on permet des améliorations. Donc, pourquoi l'éthique, c'est important? Moi, quand on a commencé à faire l'exercice, on est venu me dire, tu es dans la déontologie. Qu'est-ce que tu fais dans l'interprétation déontologique? Parce qu'on a une section, on a une direction de la déontologie. Puis, ce que je leur ai dit, c'est on a une règle de droit qui vient dire quoi? Elle vient dire quoi, la règle? Je dois demander une demande d'autorisation de travail à l'extérieur. Une fois que le gestionnaire il a reçu la demande sur son bureau, il fait quoi avec? Sont où les critères dans la loi et dans les règles déontologiques pour me permettre de prendre une décision? Est-ce que vous les avez-vous, les critères, pour nous permettre de prendre une guider notre décision dans ce que je viens de vous dire? Il n'y en a pas. Donc là, on se trouve dans un vide. Donc, l'insuffisance du droit et de la déontologie se trouve là. C'est dans l'absence de critères pour m'amener à prendre une décision, alors que le constat, c'est qu'on a des décisions différentes d'un gestionnaire à l'autre.
Donc, les critères sont beaucoup plus personnels et basés sur des valeurs personnelles que sur les valeurs organisationnelles ou certains critères objectifs et non pas arbitraires. Alors, voyez-vous le jeu? Tout le monde me disait, non, tu es dans la déontologie, Diane. L'article de loi est clair, puis la déontologie est claire aussi. Tu es dans l'interprétation de la déonto. Non, il y a absence de critères. La loi dit quoi? La règle dit quoi? Et à partir du moment où j'ai fait une demande de travail, d'autorisation de travail à l'extérieur, j'ai respecté ce que la loi me demandait, puis j'ai respecté ce que la règle déontologique me demandait aussi. Mais là, je fais quoi avec? Et notre objectif, c'est aussi d'outiller les gestionnaires à prendre les meilleures décisions, les décisions les plus justes. Ce qu'on a fait, donc, l'éthique appliquée, ce qu'on a fait, c'est une réflexion collective qu'on a menée avec un groupe. Ce qu'on a demandé aux dirigeants de cette direction générale-là, c'est de nous désigner une dizaine de gestionnaires répartis dans chacune des directions principales de tous les niveaux. Puis, on les a réunis, puis on a commencé à faire des études de cas avec eux. Et effectivement, on s'est rendu compte que pour un même cas, dans la même salle, on avait des gestionnaires qui disaient oui d'emblée, on avait des gestionnaires qui disaient non tout de suite, puis on avait entre les deux des gens qui étaient ambivalents, qui ne savaient pas si ça devait être oui, si ça devait être non. Et en provoquant les discussions, selon les points de vue, bien, il y en a qui amenaient certains éléments qui leur permettaient de dire, bien, moi, j'ai dit non pour telle raison, d'autres, j'ai dit non pour telle raison. Et on est allé vérifier la compréhension des dispositions législatives et déontologiques. On s'est rendu compte que charge rémunérée, il y avait des gens qui ne savaient pas ce que ça voulait dire. Que, par exemple, si je me présentais comme échevin dans une municipalité, puis que je menais campagne, mais je n'ai pas encore la charge, je n'occupe pas encore la charge, puis non seulement je n'occupe pas encore la charge, mais je ne suis pas rémunérée. Donc, est-ce que ça prend une demande de travail, d'autorisation de travail à l'extérieur pour me présenter comme échevin dans une municipalité? J'ai pris cet exemple-là. Je n'ai pas pris député parce que le cas du député dans la fonction publique, il est très encadré aussi. Donc, j'ai pris à dessein charge rémunérée, donc un échevin. Donc, un échevin, quelqu'un qui voudrait être échevin dans une municipalité, bien, ce n'est pas une charge rémunérée. Ça pourra être une charge éventuellement rémunérée, mais il n'est pas encore là. Par contre, il y a l'autre aspect, est-ce qu'il est en situation de conflit d'intérêt? Bien là, il y a toute cette situation aussi à regarder, mais pour déterminer et mieux comprendre, une charge rémunérée, qu'est-ce que c'est? Un travail lucratif, qu'est-ce que c'est? Si, par exemple, pour un travail, on m'offre une caisse de vin, parce que j'ai fait un travail, est-ce que c'est un travail lucratif? Alors, ce sont tous des exemples concrets qu'on est allé discuter avec eux pour s'assurer qu'ils comprennent bien aussi la disposition législative. Bénévolat. Je suis sur un comité, un conseil d'administration d'une propriété de condominium. Je suis secrétaire trésorière, mais je fais du bénévolat parce que je reste chez nous. Est-ce que c'est du bénévolat? Est-ce que je demande une demande d'autorisation de travail à l'extérieur? Bien, on me donne de temps en temps des petits billets de ci, des petits billets de ça. Est-ce que c'est vraiment du bénévolat? Oui, non. Ça veut dire quoi? Donc, on est allé vérifier la compréhension des dispositions législatives et déontologiques avant même de parler d'éthique. Ensuite de ça, on est allé voir le sens derrière, le pourquoi. Est-ce que c'est bien saisi? Pourquoi? Puis là, il y a des gens qui auraient aimé qu'on remette le fondement même de la disposition législative en cause, c'est-à-dire de questionner pourquoi c'est là, puis qu'on devrait peut-être demander une abrogation ou une modification législative pour la faire sauter. Ce n'était pas notre mandat, ce n'était pas ça qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait regarder pourquoi c'est là, c'est quoi le sens derrière. Le sens derrière cette disposition-là, on l'a dégagée avec eux, on leur a fait travailler en réflexion. Pourquoi vous pensez que cette disposition-là existe dans la loi sur l'Agence du revenu du Québec et pas ailleurs, par exemple? Okay? Il y a toute une historique à ça, là, parce qu'il y avait anciennement la loi, avant qu'on passe, quand on était ministère, avant de passer comme agence, il y avait la loi sur le ministère du Revenu. Cet article-là était toujours là, il était un petit peu remodelé, mais cet article-là était là. Revenu Québec a une mission particulière, doit
assurer la confiance de la population, se doit d'être exemplaire dans ses façons de faire aussi. Si on avait un vérificateur qui va sur la route, qui émet des cotisations à l'endroit de certaines entreprises ou certains contribuables et qui, par ailleurs, fait de la vérification à l'extérieur pour que sa propre clientèle, on voit tout de suite là, qu'en termes d'exemplarité puis de confiance, il y aurait quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Là. On serait affecté. Donc, on est quand même un percepteur là, des impôts et des taxes. Donc, il y a une exigence d'exemplarité qui est là aussi pour l'organisation. Ce qu'on vise, oui, c'est la confiance. Ce qu'on vise aussi par ces règles-là, c'est d'assurer un travail, une prestation de travail de qualité. Derrière ça, il y a tout cet aspect-là aussi. Si j'occupe un travail à l'extérieur, est-ce que je vais être capable de rendre la même prestation de travail normale auquel on s'attend d'un employé? Si je travaille 40 heures par semaine dans les bars puis que je travaille 35 heures à Revenu Québec, bien là, ça se peut qu'à un moment donné, je manque de sommeil. Puis si je travaille dans le jour à Revenu Québec, bien peut-être que je risque de cogner des clous, en tout cas de faire preuve de présence, mais la prestation de travail pourrait être affectée. C'est des exemples farfelus, mais il reste que c'est ça qu'on regarde aussi. C'est ça qu'on va regarder, le nombre d'heures de l'emploi occupé à l'extérieur. Donc, le pourquoi, on est allé vraiment là. Et là, on est sur le sens. Et dans le pourquoi, ce qu'on a fait, c'est on les a reliés aussi avec les valeurs organisationnelles. Alors, je vous ai dit qu'on avait une valeur qui était l'intégrité, beaucoup reliée en arrière avec le conflit d'intérêts. Donc, la définition qu'on donne, nous, à l'intégrité, c'est agir avec droiture dans l'intérêt public. Donc, les intérêts personnels versus les l'intérêt public. Donc, pour nous, c'est vraiment important c'est faire primer l'intérêt public avant les intérêts personnels. Donc, le conflit d'intérêts derrière la grande valeur, c'est l'intégrité. Derrière aussi, la loi, le pourquoi on a senti le besoin d'avoir une disposition sur le travail extérieur. Il y a l'intégrité. Il y a l'équité aussi. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait plus d'exclusivité de service au sein de la fonction publique ni au sein de Revenu Québec. Donc, les gens, souvent, on va définir l'équité comme la juste appréciation de ce qui est dit à chacun. Nous, on l'a défini comme agir avec justesse dans toute situation ou de façon juste dans toute situation. Mais en fait, ce qu'on vise, c'est que s'il y a le droit, il y a le droit. Donc, si on lui dit non par péché de prudence, par exemple, parce qu'on n'est pas sûr, puis on est mieux pas se mettre les pieds dans un plat, puis on va y dire non. Ou qu'on ne réfléchit pas suffisamment et que de prime abord, on pense que ça pourrait être préjudiciable à la personne et à l'organisation, on va dire non. Mais est-ce qu'on ne commet pas une injustice? Donc, l'équité est au cœur. On a une autre valeur qui est le respect des personnes. Et ça, c'est important. Donc, quand tu viens pour justifier ta décision, d'expliquer le pourquoi tu dis non. Le oui, il est plus facile à expliquer, mais le non, pourquoi tu lui dis non? Et de prendre le temps de s'asseoir avec l'employé puis de lui parler. Dans ce groupe témoin-là, on avait des gestionnaires de premier niveau, c'est-à-dire des gestionnaires qui sont en contact avec leur employé. Ce ne sont pas eux, pour la majorité, qui prennent les décisions. Certains se sentaient pas responsables. Parce que ce n'est pas eux, en finale. Et quand dignement, ils nous l'ont dit, moi, je ne me sens pas touchée, je ne me sens pas responsable. Ouh! Intégrité, responsabilité, tu fais comme, attends une minute, qui va l'expliquer, la décision? Puis quand tu la recommandes, toi, tu te passes sur quoi si tu ne te sens pas responsable? Est-ce qu'il y a suffisamment d'informations qui se rend à la personne qui va avoir à prendre la décision? Parce que c'est ça aussi. Est-ce que je comprends bien la situation? Est-ce que je suis en mesure de bien l'expliquer pour que la décision soit la plus éclairée possible par la personne qui aura à la prendre? Alors, certains nous disaient, moi, je ne me sens pas vraiment responsable, je ne signe pas. Je ne signe pas. Alors, mais qui l'explique aussi? Alors, le respect est bien important parce que si tu ne la signes pas et tu ne te sens pas responsable quand tu reçois la demande, mais quand tu vas avoir à annoncer la décision, bien, tu te sens encore moins responsable. Alors, il y a cet aspect-là aussi avec lequel on a travaillé. On a analysé le processus décisionnel. Je vous ai dit, on a fait des cas. On les a questionnés aussi à savoir c'est quoi les critères. Si c'est un employé à problème, est-ce que tu vas être plus porté à dire non à la demande de travail à l'extérieur? Ils nous ont tous dit que ça ne les influençait pas.
Alors, mais si c'est un bon employé, puis il y a un risque de conflit d'intérêts, par exemple, ils vont être plus portés à dire oui que non. Pourquoi? Parce que ce sont des facteurs qui vont influencer leurs décisions aussi. On a identifié certains inconforts, certaines difficultés, certains malaises dans le processus aussi qu'on avait mis en place. Dépendamment des directions, il y avait des façons de faire qui étaient différentes. On exigeait plus, d'autres exigeaient moins d'informations. Alors, on a aussi travaillé sur le processus. Ça, c'est peut-être moins intéressant quand on parle d'éthique, mais c'est quand même des réalités organisationnelles fort importantes. Si notre processus diffère d'un à l'autre, bien, ça pourrait ou ça aurait pu expliquer que les prises de décision soient différentes aussi. Donc, on est allé vraiment là-dessus. On a fait un guide. Je ne vous le transmets pas parce qu'il est vraiment à l'interne, mais ça a donné lieu à un guide. Un guide où on est venu donner un certain nombre de définitions aux mots pour qu'ils comprennent bien les articles de loi et les articles déontologiques. Donc, il y a une clarification conceptuelle qui a été nécessaire à faire avec certains éléments. Donc, on a fourni un ensemble de définitions. Pour ce faire, on a travaillé en étroite collaboration avec la direction responsable de la déontologie et la direction des relations professionnelles. On veut assurer une cohérence dans l'organisation. Alors, ça nous a amené à travailler en collaboration, en étroite collaboration avec ces intervenants aussi qui interviennent sur d'autres plans, mais sur les mêmes sujets que nous. Donc, ça crée aussi une émulation, ça crée des échanges aussi intéressants avec ces personnes-là qui voient l'application de ces dispositions-là d'un autre œil, d'une autre façon de faire. Alors, ça nous permet d'échanger, mais on cherchait aussi la cohérence dans cette clarification conceptuelle qui concernait davantage nos partenaires que l'éthique, mais en même temps, il fallait vraiment clarifier cet élément-là pour être amené à bien appliquer les dispositions. L'application de critères personnels, je vous en ai parlé, décisions différentes selon l'expérience de chacun aussi. Donc, les valeurs personnelles prenaient beaucoup le pas, mais dépendamment de gestionnaires qui avaient peu ou pas d'expérience par rapport à des gestionnaires d'expérience, les gestionnaires d'expérience, ils vont beaucoup d'instinct. Donc, également, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des situations où, à chaque année, cette autorisation-là doit être renouvelée. Donc, quand, par exemple, il y avait un gestionnaire qui avait autorisé un travail à l'extérieur et que l'année suivante, la personne avait changé de direction, changé de gestionnaire et que le nouveau gestionnaire arrivait pour signer, autoriser la demande, lui, peut-être qu'il ne l'aurait pas autorisé. Mais là, il y avait un malaise parce que son collègue l'avait autorisé. Donc, il se posait d'autres questions, il voyait ça d'un autre œil et lui, il ne l'aurait pas autorisé. Donc, ce qu'on voyait, c'est que dans certains cas, la demande était autorisée. Dans d'autres cas, ça créait un certain nombre de discussions. Comme aussi, il y a certains gestionnaires d'expérience de premier niveau qui recommandaient, par exemple, de l'accorder et quand ça arrivait au supérieur autorisé à signer, lui, il disait le contraire. Donc là, il y avait des discussions entre les deux gestionnaires et des fois, ils n'arrivaient pas à s'entendre. Ils voyaient les choses différemment. Il y avait des préoccupations différentes. Alors, la direction de l'éthique intervient à ce moment-là aussi pour discuter ensemble et trouver une solution. Donc, on avait aussi ces éléments-là à voir. On a eu aussi des situations qui ont été portées à notre attention dans le groupe de discussion où, par exemple, au moment de l'embauche, quand on embauche quelqu'un, vous savez, le processus de dotation dans une organisation, ça peut être très long, c'est coûteux, c'est lourd. Donc, par exemple, la personne se présente en entrevue, on a son CV, et on lui pose un certain nombre de questions et on trouve la perle rare, et on dit « oui, on t'embauche ». Et quand elle arrive en fonction, on lui dit « ah, tu occupes un poste X à l'externe, mais tu ne pourras plus continuer, tu es en incompatibilité de fonction, tu es en conflit d'intérêt ». Puis la personne dit « ben oui, mais là, moi, je veux continuer, là. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit au moment où j'ai passé l'entrevue? J'aurais pu prendre une autre décision. » Donc, ça aussi, c'est un élément où on est venu sensibiliser les gestionnaires. Quand vous faites des entrevues, regardez les CV et dites-le d'entrée de jeu si la personne est en conflit d'intérêts
ou elle veut poursuivre un travail qui est incompatible avec les fonctions qu'elle exercera, il faut lui dire pour qu'elle fasse le choix aussi. Ça se peut que la personne elle dise, oui, je vais complètement délaisser ce travail-là pour me consacrer au travail à Revenu Québec, mais dans ce cas-ci, un cas précis, la personne a rentré en fonction et resté 1 semaine, elle a quitté. OK? Donc, il y avait incompatibilité de fonction et c'était important. Et en plus, il faut dire qu'à Revenu Québec, quand je vous parlais de confiance de la population, on gère des données confidentielles importantes. On a un grand volume de données confidentielles. Il y a plusieurs années, on a fait des frais de scandale en matière de confidentialité. J'en parle parce que ça avait fait les journaux, c'est en 96-97 à peu près. Depuis, on n'est pas à l'abri de rien, mais on a vraiment une panoplie de politiques, de directives. On a des mesures de détection, de mesures de prévention, des campagnes de sensibilisation. Les gens savent comment c'est important. Il y a des engagements et c'est vraiment un engagement qu'on prend beaucoup plus sur le plan moral. C'est sûr que c'est juridique aussi, mais moralement, les gens comprennent et s'engagent à préserver la confidentialité des informations qui nous sont fournies. Alors, quand on est sur un conseil d'administration à l'extérieur, quand on siège sur un comité quelconque, quand on exerce une autre fonction qui est proche de nos fonctions, qui pourrait nous amener à utiliser de l'information, c'est aussi des risques importants. Et il faut regarder dans la demande de travail extérieur si ces éléments-là ne mettent pas l'organisation à risque. Donc, quand on parle là, de vraiment conflit personnel et organisationnel, mais c'est ça aussi. C'est peut-être que la personne, elle voudrait tellement, par exemple, siéger sur un conseil d'administration X, puis dans le fond, on lui dit non parce que c'est trop à risque. Le domaine est connexe. L'information qu'elle détient pourrait facilement être dévoilée. Tu sais, dans le feu de l'action, des fois, on est vraiment enthousiaste, on est des passionnés, puis, oups, dans une discussion, une information qui nous échappe, et là, on commet un bris de confidentialité. Donc, quand le risque est trop élevé pour l'organisation, bien, il faut se poser ces questions-là aussi. Pour chacune des situations, c'est-à-dire, est-ce que le travail à l'extérieur peut amener à affecter la prestation de travail normale auquel on s'attend? Dans le petit guide qu'on a fabriqué, on a amené des gestionnaires à se poser plus de questions. C'est-à-dire qu'on leur a amené une série de questions pour pousser leur questionnement plus loin que simplement dire oui ou non. Donc, on a une série de questions pour les aider. Pour le conflit d'intérêts, on a fait la même chose. On les a guidés. C'est sûr que ce n'est pas mon propos, mais on vient d'adopter, le comité de direction vient d'adopter une directive sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts. Donc, les questions qu'on disait, les questions qui sont des guides pour amener les gestionnaires à pousser davantage leur réflexion se retrouvent aussi dans cette directive-là qui vient d'être adoptée. Cet exercice-là a été fait au mois de mars l'année passée. Et on a aussi une autre série de questions pour les informations confidentielles, donc les autres règles déontologiques qui pourraient être, où il pourrait y avoir manquement. Donc, on a aussi poussé un certain nombre de questions. Donc, on est vraiment sur la réflexion, le sens derrière les règles et la réflexion pour amener une décision argumentée, raisonnée et justifiée aussi. C'est ce qui est le propre de l'éthique. Il y a certaines situations récurrentes qui sont un peu plus difficiles, comme en matière de conflit d'intérêts. Moi, ce que je dis, c'est que l'organisation devrait se positionner pour donner son orientation et faciliter la vie aux gestionnaires. Donc, dans ces situations-là, compte tenu de notre mission particulière, compte tenu des préoccupations de gestion, voici comme organisation où on veut se positionner. Il y a eu certains éléments qui sont ressortis, certaines situations qui sont ressorties. Donc, je vous donne un exemple très pratique. Un vérificateur fiscal qui, dans son travail, fait de la vérification, il va chez les contribuables et demande une demande de travail extérieur pour faire de la tenue de livre.
pour des amis, par exemple, dans une entreprise d'une amie. La tenue de livre est différente d'un paquet de fonctions comptables qu'il pourrait exercer dans le cadre de sa fonction. C'est quoi qu'il y a une connexité. Donc, il y a un malaise, là, et là, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Ça, c'est une situation en zone grise où on a commencé à documenter pour vraiment démontrer qu'est-ce que c'est la tenue de livre, qu'est-ce que c'est le rôle du vérificateur, ce qu'on lui demande dans la réalité, pour voir s'il n'y a pas incompatibilité de fonction et présenter aux autorités pour dire peut-être que dans ces cas-ci, à Revenu Québec, il y a incompatibilité de fonction et qu'on considère que c'est du conflit d'intérêts réel. Donc, ça serait un non automatique. Pour le moment, c'est du cas par cas. On regarde chacun des cas. Dans certains cas, c'est oui. Dans certains cas, c'est non. Si c'est oui, il y a des précautions supplémentaires qui sont prises. Dans tous les cas, les employés sont rencontrés pour bien expliquer que ce soit oui ou que ce soit non. Dans les zones grises, les employés sont rencontrés pour rappeler aussi les obligations, les devoirs qui leur incombent aussi comme employés. Donc, il y a aussi des sensibilisations qui sont faites. Donc, il y a un certain nombre de situations qui sont en cours actuellement en étude pour voir à ce qu'on puisse avoir un positionnement organisationnel. On travaille en étroite collaboration avec la section de la déontologie et des relations professionnelles sur ces aspects-là, parce qu'on recherche aussi la cohérence dans la prise de décision. Donc, s'il y a des positionnements organisationnels qui sont souhaitables, bien, ça vient d'un ensemble d'individus, ce n'est pas juste la direction de l'éthique. Alors, il faut comprendre que c'est vraiment en collégialité que ça se passe. Et il y a aussi un formulaire qui existe. Le formulaire, il était très mal rempli. J'en ai pas très parlé, mais il était très mal rempli pour beaucoup de cas. Il n'était pas rempli au complet. Ce qu'on demande là-dedans, c'est de décrire la fonction que l'employé occupe à Revenu Québec, décrire l'emploi extérieur. Et souvent, il y avait une ligne ou deux, ce qui ne nous permet pas. Et vous savez que quand qu'on veut résoudre un dilemme éthique ou une situation éthique, la première étape, c'est de bien comprendre la situation. Donc, ce qu'on a fait avec les gens, c'est les sensibiliser justement pour qu'ils comprennent bien la situation. Donc, s'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour prendre une décision éclairée, ils doivent retourner auprès de l'employé pour le questionner et bien comprendre quelle est la situation. Donc, ça, c'est important. Et c'était dans les responsabilités du gestionnaire de premier niveau. Donc, on les a un petit peu rattrapés par là aussi. Dans le formulaire, on a le nombre d'heures consacrées par semaine. C'est relié directement à la prestation de travail de qualité qu'on recherche. Donc, le nombre d'heures de travailler par semaine, par mois, la rémunération aussi, parce que la rémunération elle peut jouer pour beaucoup aussi. Et c'est un formulaire qui maintenant est signé par l'ensemble des gestionnaires. Il faut savoir aussi, je ne vous l'ai pas mentionné, mais on a une direction des enquêtes internes en Revenu Québec. Et chacun de ces formulaires-là est soumis à la vérification interne qui les regarde. Donc, il peut arriver, parce que la direction de l'éthique ne voit pas l'ensemble, mais il peut arriver qu'un gestionnaire a autorisé une demande de travail à l'extérieur et que la direction des enquêtes internes va se poser des questions et va nous consulter aussi. Donc, c'est déjà arrivé qu'on intervienne dans des cas où il y avait des gestionnaires qui avaient autorisé, où on a dit « c'est mieux pas ». Alors, dans ces cas-là, et on parle aussi, ça se fait tout dans une approche d'amélioration continue de la qualité. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment sensibiliser, outiller, développer la sensibilité des gestionnaires à se poser plus de questions et à réfléchir encore plus dans le cadre de leurs actions, parce que des fois, il y a des décisions spontanées qui ne sont pas justifiées. Le sens derrière, les facteurs personnels, je vous en ai parlé, situation organisationnelle. Il y a des pratiques, des fois la pression des pairs, je vous l'ai mentionné. Quand un gestionnaire autorise puis qu'il y a un renouvellement, on est plus ou moins à l'aise de prendre une décision différente. L'évaluation du rendement, système de récompense, alors c'est ça. La démarche, on a élaboré un guide, mais ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'on a travaillé en groupe témoin qui nous a permis de venir vraiment
élaboré ce guide-là. En passant, c'est Chantal Latour de mon équipe, qui est avocate conseil, qui a travaillé beaucoup sur le projet. Donc, Chantal a rédigé, a fait un travail vraiment formidable. Donc, il faut lui rendre crédit dans ce cas-là. Donc, on a fait l'élaboration du guide pour amener des critères d'analyse objective. Donc, là-dedans, vous avez les valeurs organisationnelles, donc comment on utilise les valeurs organisationnelles dans la prise de décision, mais en plus, on a amené un certain nombre de questions qui se veulent être le plus objectif possible. Et ensuite de ça, on a présenté le fruit de notre travail au comité de gestion de la direction concernée. On l'a peaufiné. Il y avait des petits endroits où ils voulaient plus d'explications. Le formulaire, on l'a refait avec eux. Et par la suite, c'est Chantal qui l'a fait, elle a diffusé une formation à l'ensemble des gestionnaires. Donc, 150 gestionnaires qui ont reçu la formation. Donc, encore une fois, reprendre, c'est quoi le sens derrière, comment on utilise les valeurs face à telle situation. Et c'est des études de cas. Donc, on est vraiment allé chercher des cas. Et c'est ce qui est parlant pour les gens. C'est dans leur quotidien, on vient prendre des situations où ils se sont posés des questions, où ils étaient embêtés de répondre, il y avait un doute, il y avait un malaise, il y avait des inconforts, il y avait des questionnements. C'est ces cas-là qu'on a pris pour arriver à discuter avec eux, prendre des séries de questions, pousser davantage les réflexions pour arriver à les outiller et les sensibiliser. On a fait des demandes de modification de formulaire. Et après ça, une fois que tout ça est fait, chaque nouveau gestionnaire, donc chaque personne qui est nouvellement nommée comme gestionnaire, va recevoir une formation. Donc, il va y avoir un renouvellement. Ça ne s'arrête pas, là, c'est en continu. Mais en plus, on a mis sur pied un comité permanent, c'est-à-dire que les personnes signataires, donc les gestionnaires autorisés à signer les demandes d'autorisation de travail à l'extérieur sont les directeurs principaux, donc représentent le comité de gestion de la vice-présidente. La vice-présidence siège aussi sur ce comité-là, et sur ce comité-là siège la conseillère en éthique qui est Chantal et une conseillère en relations professionnelles aussi qui siège, de façon à discuter des cas plus problématiques. Donc, on a vraiment facilité la vie aux gestionnaires. On a encadré, on leur a donné un certain nombre de critères. Mais malgré tout ça, il y a encore des cas qui méritent une réflexion et une discussion entre eux. Quand je vous ai dit qu'un des premiers objectifs au début, c'était de favoriser une unité, une uniformité de pensée commune au sein, c'est un des moyens qui a été mis sur pied. Donc, c'est un comité qui se réunit de façon ad hoc quand il y a des problématiques. Là, ils se réunissent un petit peu plus souvent parce qu'on est au tout début. Donc, quand il y a un directeur principal qui a un cas un petit peu plus particulier, il l'amène au comité pour le partager avec ses collègues. Ils en discutent et l'éthique et les relations professionnelles sont aussi présents. Je peux vous dire que des fois, on a des points de vue différents, mais on arrive toujours à une solution. Alors, c'est enrichissant comme comité. C'est quelque chose qui va demeurer à la suite de ça. Le soutien continu à la direction de l'éthique parce qu'il y a des gestionnaires qui continuent de nous appeler sur une base régulière. Il y a des employés qui continuent de nous appeler. Ça fait partie de notre offre de service que de conseiller employés et gestionnaires en prévention. Donc, on travaille aussi. Ça arrive que quand on reçoit des demandes de conseil, on leur demande si on peut discuter aussi avec le conseiller en relations professionnelles, ou si c'est un employé, si on peut aussi discuter avec son gestionnaire, tout le monde ensemble, pour arriver à une solution. Nos demandes de conseil sont toujours sous le sceau de la confidentialité. C'est pourquoi on demande aux gens qui nous consultent si on peut discuter avec un groupe moins restreint, donc un petit peu plus volumineux. Là. Donc, il y a cet aspect-là. Je vous dirais aussi qu'à la suite de cet exercice-là, on est revenu au comité d'orientation en éthique. Donc, dans notre structure déployée pour l'éthique, on est revenu au sein du comité d'orientation en éthique. On leur a présenté le fruit de ce travail-là. Et eux, ils sont retournés dans leur comité de gestion respectif en présentant aussi le projet. Et on est allé également au comité de direction pour leur présenter avec la vice-présidente concernée. Il y avait un directeur aussi qui siégeait sur le comité d'orientation en éthique
qui a suivi le projet de près. Alors, on a fait cette présentation-là commune au comité de direction et ce qui est dégagé, c'est que possiblement l'ensemble des gestionnaires de Revenu Québec va suivre la formation qu'on a donnée. Le guide qui était destiné aux gestionnaires de cette direction principale-là est maintenant disponible à l'ensemble des gestionnaires. On va travailler aussi de concert avec la direction de la déontologie pour qu'ils puissent, parce qu'il y avait déjà une directive qui encadrait le travail extérieur, mais pas suffisamment explicite pour aller jusque-là. Donc, il y a un certain nombre de critères objectifs qui ont été dégagés à la suite de nos travaux qui vont être transmis à la direction de la déontologie de façon à ce qu'ils puissent bonifier le cadre normatif aussi. Donc, la réflexion éthique qui est venue sous-tendre tout ça va servir à bonifier aussi le cadre normatif et permettre de mieux outiller l'ensemble des gestionnaires de l'organisation. C'est un cas pratique que je voulais partager avec vous. Je vais revenir. Dans le plan d'action en éthique, ça, c'était un des éléments, mais on a aussi pour chacune des directions des projets qu'on a mis sur pied, des activités, et ça va jusqu'à par exemple, dans une direction, on a travaillé avec eux sur les transactions, donc au sens du Code civil, donc on peut faire des règlements avec certaines parties. Donc, dans quel cas on fait les règlements? Dans quel cas on ne le fait pas? Ça suppose beaucoup de collaboration, donc un climat de confiance et de collaboration établi aussi si on va en transaction. Et il y a des conséquences autant pour la direction qui a cotisé, par exemple, si on pense à la direction des oppositions, qui est un processus de révision quasi-judiciaire. Si les vérificateurs ont fait des cotisations et que là, on veut aller en transaction, bien, à ce moment-là, il y a un impact sur le travail et il y a un sens au travail aussi qui pourrait être affecté par les vérificateurs. Et si on négocie pour une transaction et que finalement, ça échoue et que ça s'en va devant les tribunaux, bien, s'il y a des conséquences aussi, parce que là, on dévoile un certain nombre d'informations, on devient plus vulnérable. Alors, c'est un jeu de négociation. Alors, on est vraiment dans le core business de l'organisation à ce niveau-là. Donc, ici, on a eu un cas de gestion que je vous ai présenté, mais on a aussi des activités qui sont vraiment dans les activités ou les opérations fiscales de l'organisation également. Oui, madame, vous vouliez intervenir? Oui, bien, premièrement, je vous dis bravo parce que c'est extrêmement intéressant comme Merci. propos, mais aussi comme expérience que vous avez fait, chapeau. Puis, moi, ça me laisse avec la question suivante. Est-ce que vous avez développé des mécanismes pour évaluer la portée des choses que vous avez mis en place? Bien, en fait, avec la direction de la vérification interne et des enquêtes, qui voit l'ensemble des demandes, on est en étroite collaboration. Donc, c'est trop tôt encore pour le voir, mais ce qu'on veut, c'est à les scruter à la loupe de façon à voir si effectivement il y a une amélioration. C'est là qu'on les voit parce que actuellement, moi, je pense que l'organisation était vulnérable sur ces niveaux-là parce qu'on avait vraiment, dans certains cas, on se demandait pourquoi c'était oui, pourquoi c'était non. Puis je vous dirais que la vérification interne et des enquêtes ne les regardait pas, ces cas-là. Donc, c'était signé, ça passait, c'était déposé. Il y avait de temps en temps des petites vérifications, mais de façon systématique, à partir du moment où on s'est mis à regarder cet élément-là et à travailler aussi avec eux, ils se sont mis à les regarder de façon systématique. Donc, c'est là qu'on va voir aussi, puis dans les demandes, ce que je peux vous dire, c'est que les demandes à la direction de l'éthique ont explosé. C'est-à-dire qu'on a vraiment touché les gestionnaires, en tout cas, au moins les amener à se poser plus de questions parce que c'est proportionnel. Là, je veux dire, on a commencé à les former, puis on reçoit des demandes, c'est continu. Ça rentre, à chaque semaine, on en a. À chaque semaine, on en a. Puis en amont, si on revient en amont, est-ce que vous avez pensé à déployer cet arsenal-là, je dirais, ces infrastructures-là, à la suite d'une évaluation des risques éthiques, ou c'est allé plus avec des expériences personnelles? Non, c'était une sensibilisation de la vice-présidente qui voyait, elle les voyait, puis elle était questionnée
Puis avec nous aussi, où comme direction de l'éthique, on voyait certains cas. En fait, c'est un cas, ça n'en prend pas. Il y a un cas qui a déclenché tout ça. Mais c'est sûr qu'on savait par expérience que ce domaine-là, les décisions étaient disparates, étaient différentes d'un gestionnaire à l'autre depuis longtemps. Mais à un moment donné, ça prend aussi dans une organisation. Je pense qu'on est rendu là comme organisation. On a mis les premières années là, en 2012, parce que moi, j'ai été 19 ans à Revenu Québec, j'ai quitté quelques années. Et quand je suis revenue comme directrice de l'éthique, on a fait une évaluation de programme de l'éthique. On a refait un nouveau diagnostic en éthique. On a revisité nos valeurs organisationnelles. On a refait, et à chaque année, on revoit les contenus de formation. Donc, on travaille sur différents niveaux. La formation se faisait beaucoup pour les nouveaux employés. Et elle est obligatoire pour les nouveaux employés. Donc, dans l'année de leur entrée en fonction, ils doivent faire une journée complète en éthique. Donc, c'est la direction de l'éthique qui est responsable de la formation au sein de l'organisation, mais il n'y avait pas de formation pour les gestionnaires. Il y en a eu il y a plusieurs années, mais ça a été délaissé à un moment donné. Puis nous, on s'est dit, ça passe par les gestionnaires. Donc, il faut aussi faire une formation au niveau des gestionnaires. Ce n'est pas simplement de la formation, mais ça en prend aussi. Je vous dirais qu'on a formé l'ensemble des gestionnaires en un très court laps de temps. Et on a fait une campagne sur les valeurs organisationnelles. On a mis beaucoup d'éléments pour donner de la visibilité à l'éthique dans l'organisation pour mieux faire comprendre c'est quoi, mais au-delà de toutes les actions que les organisations font, là, la formation, on s'est dit là, on est rendu là où il faut vraiment l'intégrer dans les opérations. Et ça, c'est un projet qu'on a vu aussi. Il y en a d'autres. Puis cette année, on est en notre deuxième année de plan d'action. On a des nouvelles activités. Je vous dirais que si c'était timide dans ce premier plan-là pour certaines directions, aujourd'hui, j'ai une direction générale, là, j'ai 5 projets avec elle pour l'année qui s'en vient. C'est juste une direction. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, on a un plan d'action très, très ambitieux, mais c'est comme ça qu'on va pénétrer puis qu'on va faire intégrer l'éthique ou la dimension éthique dans la gestion quotidienne, dans les activités quotidiennes aussi. Et on a des projets qui ne sont même pas au plan d'action actuellement, puis on nous approche pour les implanter. Donc, on voit qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de mesure officielle, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'organisation. À chaque fois qu'on pose un geste, il y a une augmentation de nos demandes de conseil qui se fait, les demandes d'accompagnement. Ça a explosé. On est parti de peut-être 3-4 demandes d'accompagnement. On est rendu à plus de 70-75 demandes d'accompagnement. Fait que, on est victime de notre succès à un moment donné. Oui. Oui, moi, je suis curieuse de savoir, dans une démarche comme celle-là, ça a été quoi votre plus grand défi? Le plus grand défi, peu importe la démarche, là, avec les gestionnaires, ce qui arrive, c'est que tout le monde pense savoir c'est quoi l'éthique, puis de ne pas avoir besoin de s'en faire parler. Puis de vraiment leur démontrer c'est quoi l'utilité. Puis, vous savez, c'est qu'on parle beaucoup d'éthique. Quand on parle d'éthique dans les organisations, on parle beaucoup de la mission, de la vision, puis surtout des valeurs. Puis de définir les valeurs, puis c'est quoi leur utilité. Mais il faut vraiment aller... faut savoir parler le même langage que les gestionnaires, puis il faut se mettre au niveau de leurs préoccupations quotidiennes. Parce que pour eux, là, ça fait trop flyer, ça fait trop philosophique, ça fait trop abstrait. C'est soit ils disent que je connais ça, puis je n'ai pas besoin d'en parler, puis justement, j'ai des bonnes valeurs. J'ai des bonnes valeurs de gestion, j'ai des bonnes valeurs personnelles, fait que je n'ai pas besoin de me faire dire quoi faire. Il y a des idées préconçues aussi, parce qu'on est loin du comportement, là. Puis moi, je vous ai dit, j'avais 2 défis quand j'ai commencé à travailler en éthique, celui d'intégrer la dimension éthique dans la gestion quotidienne et leur démontrer l'utilité, mais aussi de faire en sorte que... j'ai mangé mon idée. Mais en tout cas, ça va m'en revenir. Là. Mais je pense que c'est important d'aller sur les préoccupations quotidiennes des gens, puis de ne pas rester... Parce que c'est important d'avoir des bonnes valeurs, c'est important de les définir, c'est important d'y référer, mais les gens, ils ne savent pas quoi faire avec.
Et c'est dans ces projets-là, concrètement, qu'on arrive à dire, voici comment tu peux jouer avec, puis comment ils peuvent être utiles dans ta prise de décision. Ils sont sur un raisonnement normatif pour la majorité, ils sont sur un raisonnement intuitif aussi, sur un raisonnement stratégique. Comment les amener aussi, pas à laisser tomber ce qu'ils font, mais aussi à intégrer la dimension éthique dans leurs préoccupations. C'est ça qu'on veut arriver à faire. Puis bien souvent, ce qu'on leur dit, c'est oui, vous le faites déjà. Vous le faites déjà, on veut juste le pousser un petit peu plus loin avec vous. Mais le grand défi, il est là. Il est de passer du discours à la pratique, mais la pratique vraiment dans leur réalité quotidienne à eux. On aurait peut-être le temps pour une dernière question. C'est beau? Sinon, vous avez déjà fait assez travailler. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci, c'est gentil.